Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors je suis heureuse de vous retrouver pour ma troisième lecture des caractères de La Bruyère. Donc les caractères qui est donc son unique œuvre et aussi donc l'œuvre de toute une vie puisqu'il la débute en 1670, la publie une première fois en 1688 pour la finir en 1694 qui sera donc sa 9e édition avant sa mort en 1696. Dans la préface, l'auteur explique le choix qui a été le sien d'écrire des fragments ou des remarques. Ce ne sont point des maximes que j'ai voulu écrire. L'usage veut qu'à la manière des oracles, qu'elles soient courtes et concises. Quelques-unes de ces remarques le sont, quelques autres sont plus étendues. On pense les choses d'une manière différente et on les explique par un tour aussi tout différent. À la variété de la réalité humaine et sociale observée, répond donc la variété de la forme. Nous allons poursuivre la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Nous allons poursuivre la lecture. L'on a cette incommodité à essuyer dans la lecture des livres, faits par des gens de parti et de cabale, que l'on n'y voit pas toujours la vérité. Les faits y sont déguisés, les raisons réciproques n'y sont point rapportées dans toute leur force, ni avec une entière exactitude. Et ce qui use la plus longue patience, il faut lire un grand nombre de termes durs et injurieux, que se disent des hommes graves qui, d'un point de doctrine ou d'un fait contesté, se font une querelle personnelle. Ces ouvrages ont cela de particulier qu'ils ne méritent ni le cours prodigieux qu'ils ont pendant un certain temps, ni le profond oubli où ils tombent lorsque le feu et la division venant à s'éteindre, ils deviennent des almanachs de l'autre année. La gloire ou le mérite de certains hommes est de bien écrire, et de quelques autres, c'est de n'écrire point. L'on écrit régulièrement depuis 20 années. L'on est esclave de la construction, l'on a enrichi la langue de nouveaux mots, secoué le joug du latinisme et réduit le style à la phrase purement française. L'on a presque retrouvé le nombre que Malherbe et Balzac avaient les premiers rencontrés et que tant d'auteurs depuis eux ont laissé perdre. L'on a mis enfin dans le discours tout l'ordre et toute la netteté dont il est capable. Cela conduit insensiblement à y mettre de l'esprit. Il y a des artisans ou des habiles dont l'esprit est aussi vaste que l'art et la science qu'ils professent et lui rendent avec avantage par le génie et par l'invention ce qu'ils tiennent d'elle et de ses principes. Ils sortent de l'art pour l'ennoblir, s'écartent des règles si elles ne les conduisent pas au grand et au sublime. Ils marchent seuls et sans compagnie, mais ils vont fort haut et pénètrent fort loin. Toujours sûrs et confirmés par le succès des avantages que l'on tire quelquefois de l'irrégularité. Les esprits justes, doués, modérés, non seulement ne les atteignent pas, ne les admirent pas, mais ils ne les comprennent point, et voudraient encore moins les imiter. Ils demeurent tranquilles dans l'étendue de leur sphère, vont jusqu'à certains points qui fait les bornes de leur capacité et de leur lumière. Ils ne vont pas plus loin, parce qu'ils ne voient rien au-delà, et ils ne peuvent au plus qu'être les premiers d'une seconde classe, et exceller dans le médiocre. Il y a des esprits, si je l'ose dire, inférieurs et subalternes, qui ne semblent faits que pour être le recueil, le registre ou le magasin de toutes les productions des autres génies. Ils sont plagiaires, traducteurs, compilateurs. Ils ne pensent point, ils disent ce que les auteurs ont pensé. Et comme le choix des pensées est invention, ils l'ont mauvais, peu juste, et qu'il les détermine plutôt à rapporter beaucoup de choses que d'excellentes choses. Ils n'ont rien d'original et qui soit à eux.
Ils ne savent que ce qu'ils ont appris, et ils n'apprennent que ce que tout le monde veut bien ignorer. Une science aride, dénuée d'agréments et d'utilité, qui ne tombe point dans la conversation, qui est hors de commerce, semblable à une monnaie qui n'a point de cours. On est tout à la fois étonné de leur lecture et ennuyé de leur entretien ou de leur ouvrage. Ce sont ceux que les grands et le vulgaire confondent avec les savants et que les sages renvoient au pédantisme. La critique, souvent, n'est pas une science, c'est un métier où il faut plus de santé que d'esprit, plus de travail que de capacité, plus d'habitude que de génie. Si elle vient d'un homme qui ait moins de discernement que de lecture et qu'elle s'exerce sur de certains chapitres, elle corrompt et les lecteurs et l'écrivain. Je conseille à un auteur né copiste et qui a l'extrême modestie de travailler d'après quelqu'un de ne se choisir pour exemplaire que ces sortes d'ouvrages où il entre de l'esprit, de l'imagination ou même de l'érudition. S'il n'atteint pas ces originaux, du moins, il en approche. Et il se fait lire. Il doit au contraire éviter comme un écueil de vouloir imiter ceux qui écrivent par humeur, que le cœur fait parler, à qui il inspire les termes et les figures et qui tirent, pour ainsi dire, de leurs entrailles tout ce qu'ils expriment sur le papier. Dangereux modèle, et tout propre à faire tomber dans le froid, dans le bas et dans le ridicule ceux qui s'ingèrent de les suivre. En effet, je riais d'un homme qui voudrait sérieusement parler mon ton de voix ou me ressembler de visage. Un homme né chrétien et français se trouve contraint dans la satire. Les grands sujets lui sont défendus. Il les entame quelquefois et se détourne ensuite sur de petites choses qu'il relève par la beauté de son génie et de son style. Il faut éviter le style vain et puéril de peur de ressembler à Dorylas et Handbourg. L'on peut au contraire, en une sorte d'écrit, hasarder de certaines expressions, user de termes transposés et qui peignent vivement, et plaindre ceux qui ne sentent pas le plaisir qu'il y a à s'en servir ou à les entendre. Celui qui n'a égard en écrivant qu'au goût de son siècle songe plus à sa personne qu'à ses écrits. Il faut toujours tendre à la perfection. Et alors cette justice qui nous est quelquefois refusée par nos contemporains, la postérité, sait nous la rendre. Il ne faut point mettre un ridicule où il n'y en a point. C'est se gâter le goût, c'est corrompre son jugement et celui des autres. Mais le ridicule qui est quelque part, il faut l'y voir, l'en tirer avec grâce et d'une manière qui plaise et qui instruise. Horace ou Despréaux l'a dit avant nous. Je le crois sur votre parole, mais je l'ai dit comme mien. Ne puis-je pas penser après eux une chose vraie, et que d'autres encore penseront après moi? Du mérite personnel. Qui peut, avec les plus rares talents et le plus excellent mérite, n'être pas convaincu de son inutilité quand il considère qu'il laisse en mourant un monde qui ne se sent pas de sa perte et où tant de gens se trouvent pour le remplacer. De bien des gens, il n'y a que le nom qui valent quelque chose. Quand vous les voyez de fort près, c'est moins que rien. De loin, ils imposent. Tout persuadé que je suis que ceux que l'on choisit pour de différents emplois, chacun selon son génie et sa profession, font bien, je me hasarde de dire qu'il se peut faire qu'il y ait au monde plusieurs personnes, connues ou inconnues, que l'on n'emploie pas, qui feraient très bien. Et je suis induit à ce sentiment par le merveilleux succès de certaines gens que le hasard seul a placés et de qui, jusqu'alors, on n'avait pas entendu de fort grand-chose. Combien d'hommes admirables et qui avaient de très beaux génies sont morts sans qu'on en ait parlé,
Combien vivent encore dont on ne parle point et dont on ne parlera jamais? Quelle horrible peine à un homme qui est sans prôneur et sans cabale, qui n'est engagé dans aucun corps, mais qui est seul et qui n'a que beaucoup de mérite pour toute recommandation, de se faire jour à travers l'obscurité où il se trouve, et de venir au niveau d'un fat qui est en crédit. Personne presque ne s'avise de lui-même du mérite d'un autre. Les hommes sont trop occupés d'eux-mêmes pour avoir le loisir de pénétrer ou de discerner les autres. De là vient qu'avec un grand mérite et une plus grande modestie, l'on peut être longtemps ignoré. Le génie et les grands talents manquent souvent. Quelquefois aussi, les seules occasions, telles peuvent être louées de ce qu'ils ont fait et telles de ce qu'ils auraient fait. Il est moins rare de trouver de l'esprit que des gens qui se servent du leur ou qui fassent valoir celui des autres et le mettent à quelques usages. Il y a plus d'outils que d'ouvriers et de ces derniers plus de mauvais que d'excellents. Que pensez-vous de celui qui veut scier avec un rabot et qui prend sa scie pour raboter? Il n'y a point au monde un si pénible métier que celui de se faire un grand nom. La vie s'achève que l'on a à peine ébauché son ouvrage. Que faire des Gésipes qui demandent un emploi? Le mettra-t-on dans les finances ou dans les troupes? Cela est différent. Cela est indifférent. Il faut que ce soit l'intérêt seul qui en décide, car il est aussi capable de manier de l'argent ou de dresser des comptes que de porter des armes. Il est propre à tout, disent ses amis, ce qui signifie toujours qu'il n'a pas plus de talent pour une chose que pour une autre, ou en d'autres termes, qu'il n'est propre à rien. Ainsi, la plupart des hommes occupés d'eux seuls, dans leur jeunesse, corrompus par la paresse ou par le plaisir, croient faussement dans un âge plus avancé qu'il leur suffit d'être inutiles ou dans l'indigence afin que la République soit engagée à les placer ou à les secourir. Et ils profitent rarement de cette leçon si importante que les hommes devraient employer les premières années de leur vie à devenir tels par leurs études et par leur travail que la République elle-même eut besoin de leur industrie et de leur lumière, qu'ils fussent comme une pièce nécessaire à tout son édifice et qu'elle se trouvât portés par ses propres avantages à faire leur fortune ou à l'embellir. Nous devons travailler à nous rendre très dignes de quelque emploi. Le reste ne nous regarde point. C'est l'affaire des autres. Se faire valoir par des choses qui ne dépendent point des autres, mais de soi seul, ou renoncer à se faire valoir, maxime inestimable et d'une ressource infinie dans la pratique, utile aux faibles, aux vertueux, à ceux qui ont de l'esprit, qu'elle rend maître de leur fortune ou de leur repos, pernicieuse pour les grands qui diminueraient leur cours, ou plutôt le nombre de leurs esclaves qui feraient tomber leur morgue avec une partie de leur autorité et les réduiraient presque à leur entremets et à leur équipage, qui les priverait du plaisir qu'ils sentent à se faire prier, presser, solliciter, à faire attendre ou à refuser, à promettre et à ne pas donner, qui les traverserait dans le goût qu'ils ont quelquefois à mettre les sots en vue et à anéantir le mérite quand il leur arrive de les discerner. Qui bannirait des cours les brigues, les cabales, les mauvais offices, la bassesse, la flatterie, la fourberie, qui ferait d'une cour orageuse, pleine de mouvements et d'intrigues comme une pièce comique ou même tragique, dont les sages ne seraient que les spectateurs, qui remettraient de la dignité dans les différentes conditions des hommes, de la sérénité sur leur visage, qui étendraient leur liberté, qui réveilleraient en eux, avec les talents naturels, l'habitude du travail et de l'exercice, qui les exciterait à l'émulation, au désir de la gloire, à l'amour de la vertu,
qui, au lieu de courtisans vils, inquiets, inutiles, souvent onéreux à la République, en feraient ou des sages économes, ou d'excellents pères de famille, ou des juges intègres, ou de bons officiers, ou de grands capitaines, ou des orateurs, ou des philosophes, et qui ne leur attirerait à tous nul autre inconvénient que celui peut-être de laisser à leurs héritiers moins de trésors que de bons exemples. Il faut en France beaucoup de fermeté et une grande étendue d'esprit pour se passer des charges et des emplois et consentir ainsi à demeurer chez soi, à ne rien faire. Personne presque n'a assez de mérite pour jouer ce rôle avec dignité, ni assez de fonds pour remplir le vide du temps sans ce que le vulgaire appelle des affaires. Il ne manque cependant à l'oisiveté du sage qu'un meilleur nom, et que méditer, parler, lire et être tranquille s'appela travailler. Un homme de mérite, et qui est en place, n'est jamais incommode par sa vanité. Il s'étourdit moins du poste qu'il occupe qu'il n'est humilié par un plus grand qu'il ne remplit pas et dont il se croit digne, plus capable d'inquiétude que de fierté ou de mépris pour les autres. Il ne pèse qu'à soi-même. Il coûte à un homme de mérite de faire assidûment sa cour, mais par une raison bien opposée à celle que l'on pourrait croire, il n'est point tel sans une grande modestie. Qu'il éloigne de penser qu'il fasse le moindre plaisir aux princes, ils se trouvent sur leur passage, se postent devant leurs yeux et leur montre son visage. Il est plus proche de se persuader qu'il les importune. Il a besoin de toutes les raisons tirées de l'usage et de son devoir pour se résoudre à se montrer. Celui au contraire qui a bonne opinion de soi et que le vulgaire appelle un glorieux, a du goût à se faire voir. Et il fait sa cour avec d'autant plus de confiance qu'il est incapable de s'imaginer que les grands, dont il est vu, pensent autrement de sa personne qu'il fait lui-même. Un honnête homme se paye par ses mains de l'application qu'il a à son devoir par le plaisir qu'il sent à le faire, et se désintéresse sur les éloges, l'estime et la reconnaissance, qui lui manquent quelquefois. Si j'osais faire une comparaison entre deux conditions tout à fait inégales, je dirais qu'un homme de cœur pense à remplir ses devoirs à peu près comme le couvreur songe à couvrir. Ni l'un ni l'autre ne cherchent à exposer leur vie, ni ne sont détournés par le péril. La mort, pour eux, est un inconvénient dans le métier et jamais un obstacle. Le premier aussi n'est guère plus vain d'avoir paru à la tranchée, emporté un ouvrage ou forcé un retranchement, que celui-ci d'avoir monté sur de hauts combles ou sur la pointe d'un clocher. Ils ne sont tous deux appliqués qu'à bien faire, pendant que le fanfaron travaille à ce que l'on dise de lui qu'il a bien fait. La modestie est au mérite ce que les ombres sont aux figures dans un tableau. Elle lui donne de la force et du relief. Un extérieur simple est l'habit des hommes vulgaires. Il est taillé pour eux et sur leur mesure, mais c'est une parure pour ceux qui ont rempli leur vie de grandes actions. Je les compare à une beauté négligée, mais plus piquante. Certains hommes, contents d'eux-mêmes de quelque action ou de quelque ouvrage qui ne leur a pas mal réussi, ayant ouï dire que la modestie si bien aux grands hommes, osent être modestes, contrefont les simples et les naturels, semblables à ces gens d'une taille médiocre qui se baissent aux portes, de peur de se heurter. Votre fils est bègue. Ne le faites pas monter sur la tribune. Votre fille est née pour le monde, ne l'enfermez pas parmi les vestales. Xanthus, votre affranchi est faible et timide. Ne différez pas, retirez-le des légions et de la milice. Je veux l'avancer. Dites-vous, comblez-le de biens, surchargez-le de terres, de titres et de possessions. Servez-vous du temps. Nous vivons dans un siècle où elles lui feront plus d'honneur que la vertu. Il m'en coûterait trop, ajoutez-vous. Parlez-vous sérieusement, Crassus? Songez-vous que c'est une goutte d'eau que vous puisez du Tibre pour enrichir Xanthus, que vous aimez?
et pour prévenir les honteuses suites d'un engagement où il n'est pas propre. Et il ne faut regarder dans ses amis que la seule vertu qui nous attache à eux, sans aucun examen de leur bonne ou de leur mauvaise fortune. Et quand on se sent capable de les suivre dans leur disgrâce, il faut les cultiver hardiment et avec confiance, jusque dans leur plus grande prospérité. S'il est ordinaire d'être vivement touché des choses rares, pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu? S'il est heureux d'avoir de la naissance, il ne l'est pas moins d'être tel qu'on ne s'informe plus si vous en avez. Il apparaît de temps en temps sur la surface de la terre des hommes rares, exquis, qui brillent par leur vertu, et dont les qualités éminentes jettent un éclat prodigieux, semblable à ces étoiles extraordinaires dont on ignore les causes, et dont on sait encore moins ce qu'elles deviennent après avoir disparu. Ils n'ont ni aïeul, ni descendants. Ils composent seuls toute leur race. Le bon esprit nous découvre notre devoir, notre engagement à le faire. Et s'il y a du péril, avec péril, il inspire le courage, ou il y suppléer. Quand on excelle dans son art et qu'on lui donne toute la perfection dont il est capable, l'on en sort en quelque manière et l'on s'égale à ce qu'il y a de plus noble et de plus relevé. V, 2 étoiles, est un peintre. C, 2 étoiles, est un musicien. Et l'auteur de Pyrame est un poète. Mais Mignard est Mignard. Lully est Lully, Corneille est Corneille. Un homme libre et qui n'a point de femme, s'il a quelque esprit, peut s'élever au-dessus de sa fortune, se mêler dans le monde et aller de pair avec les plus honnêtes gens. Cela est moins facile à celui qui est engagé. Il semble que le mariage met tout le monde dans son ordre. Après le mérite personnel, il faut l'avouer, ce sont les éminentes dignités et les grands titres dont les hommes tirent plus de distinction et plus d'éclat, et qu'il ne sait être un Érasme doit penser à être évêque. Quelques-uns, pour étendre leur renommée, entassent sur leur personne des pairies, des colliers d'ordre, des primaties, la pourpre. Et ils auraient besoin d'une tiare. Mais quel besoin a Trophime d'être cardinal? L'or éclate. Dites-vous, sur les habits de Philémon, il éclate de même chez les marchands. Il est habillé des plus belles étoffes. Le sont-elles moins toutes déployées dans les boutiques et à la pièce? Mais la broderie et les ornements y ajoutent encore la magnificence. Je loue donc le travail de l'ouvrier. Si on lui demande quelle heure il tire une montre qui est un chef-d'œuvre. La garde de son épée est un onyx. Il a au doigt un gros diamant qui fait briller aux yeux et qui est parfait. Il ne lui manque aucune de ces curieuses bagatelles que l'on porte sur soi, autant pour la vanité que pour l'usage. Il ne se plaint non plus toutes sortes de parures qu'un jeune homme qui a épousé une riche vieille. Vous m'inspirez enfin de la curiosité. Il faut voir du moins des choses si précieuses. Envoyez-moi cet habit et ces bijoux de Philémon. Je vous quitte de la personne. Tu te trompes, Philémon, si, avec ce carrosse brillant, ce grand nombre de coquins qui te suivent et ces si bêtes qui te traînent, tu penses que l'on t'en estime davantage? L'on écarte tout cet attirail qui t'est étranger pour pénétrer jusqu'à toi, qui n'est qu'un fat. Ce n'est pas qu'il faut quelquefois pardonner à celui qui, avec un grand cortège, un habit riche et un magnifique équipage, s'en croit plus de naissance et plus d'esprit. Il lit cela dans la contenance et dans les yeux de ceux qui lui parlent. Un homme à la cour est souvent à la ville, qui a un long manteau de soie ou de drap de Hollande, une ceinture large et placée haut sur l'estomac, le soulier de Marocain, la calotte même, d'un beau grain,
Un collet bien fait et bien empesé, les cheveux, bien sûr, les cheveux arrangés, et le teint vermeil, qui avec cela se souvient de quelques distinctions métaphysiques, explique ce que c'est que la lumière de gloire. Et c'est précisément comment l'on voit Dieu. Cela s'appelle un docteur. Une personne humble qui est ensevelie dans le cabinet, qui a médité, cherché, consulté, confronté, lu ou écrit pendant toute sa vie, est un homme docte. Chez nous, le soldat est brave et l'homme de robe est savant. Nous n'allons pas plus loin. Chez les Romains, l'homme de robe est brave et le soldat est savant. Un Romain était tout ensemble et le soldat et l'homme de robe. Il semble que le héros est d'un seul métier, qui est celui de la guerre, et que le grand homme est de tous les métiers, ou de la robe, ou de l'épée, ou du cabinet, ou de la cour. L'un et l'autre mis ensemble ne pèsent pas un homme de bien. Dans la guerre, la distinction entre le héros et le grand homme est délicate. Toutes les vertus militaires font l'un et l'autre. Il semble néanmoins que le premier soit jeune, entreprenant, d'une haute valeur, ferme dans les périls, intrépide, que l'autre excelle par un grand sens, par une vaste prévoyance, par une haute capacité, par une longue expérience. Peut-être qu'Alexandre n'était qu'un héros et que César était un grand homme. Émile était né ce que les plus grands Émile était né ce que les plus grands hommes ne deviennent qu'à force de règles, de méditation et d'exercice. Il n'a eu dans ses premières années qu'à remplir des talents qui étaient naturels et qu'à se livrer à son génie. Et il a agi avant que de savoir, ou plutôt il a su qu'il n'avait jamais appris. Dirais-je que les jeux de son enfance ont été plusieurs victoires? Une vie accompagnée d'un extrême bonheur, joint à une longue expérience, serait illustre par les seules actions qu'il avait achevées dès sa jeunesse. Toutes les occasions de vaincre qui se sont depuis offertes, il les a embrassées, et celles qui n'étaient pas sa vertu et son étoile les ont fait naître. Admirable même, et par les choses qu'il a faites et par celles qu'il aurait pu faire. On l'a regardé comme un homme incapable de céder à l'ennemi, de plier sous le nombre ou sous les obstacles, comme une âme de premier ordre, pleine de ressources et de lumière, et qui voyait encore où personne ne voyait plus, comme celui qui, à la tête des légions, était pour elle un présage de la victoire, et qui valait seul plusieurs légions, qui était grand dans la prospérité, plus grand quand la fortune lui a été contraire. La levée d'un siège, une retraite, l'ont plus ennobli que ses triomphes. L'on ne met qu'après les batailles gagnées et les villes prises. Qui était rempli de gloire et de modestie, on lui a entendu dire « Je fuyais », avec la même grâce qu'il disait « Nous les bâtîmes ». Un homme dévoué à l'État, à sa famille, au chef de sa famille, sincère pour Dieu et pour les hommes, autant admirateur du mérite que s'il lui eût été moins propre et moins familier, un homme vrai, simple, magnanime, à qui il n'a manqué que les moindres vertus. Les enfants de Dieu, pour ainsi dire, se tirent des règles de la nature et en sont comme l'exception. Ils n'attendent presque rien du temps et des années. Le mérite chez eux devance l'âge, ils naissent instruits et ils sont plutôt des hommes parfaits que le commun des hommes ne sort de l'enfance. Voilà, c'est ainsi que se termine donc ma lecture des caractères de La Bruyère. Vous pouvez donc poursuivre cette lecture tout bientôt. Je vais vous quitter donc avec une citation de La Bruyère. Les hommes rougissent moins de leurs crimes que de leur faiblesse et de leur vanité. Voilà, je vous souhaite une excellente nuit. À tout bientôt.